Eh bien, on y va. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir à cette journée. Comme l'a rappelé M. Biel, je m'appelle Sébastien Braque, je suis avocat au barreau de Lyon. Je suis spécialiste en droit public et le droit de la fonction publique représente à peu près 35 à 40% de l'activité du cabinet. Donc on a l'habitude de travailler soit pour des administrations, soit pour des fonctionnaires. Et on connaît bien la matière. Il faut que je colle plus, pardon. Attends, je pensais que ça serait désagréable, mais donc du coup, vous entendez mieux. Pardon. Je vais m'appliquer. Je mange le micro. Voilà, pour tout ce que je peux vous dire, on est une dizaine de personnes, enfin une douzaine maintenant. On a 2 implantations à Lyon et à Saint-Étienne depuis cet été. Voilà. L'idée de ce diapo, on a séparé l'intervention, on a découpé l'intervention en 4 parties différentes, que je vais vous expliquer, et à la fin de chaque partie, il y a un temps de questions-réponses. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que je déroule un petit peu mon PowerPoint, et puis après, il y a un temps de questions-réponses, adapté à la partie en question, s'il vous plaît. Et après, je reste à l'apéro et je reste au déjeuner. Donc ceux qui ont des questions plus particulières, etc., vous pourrez venir me voir à ce moment-là, pour pas qu'on prenne trop de temps sur le temps qui nous est actuellement imparti et du coup compter un petit peu. Et là je commence sans plus attendre. Donc l'idée c'est d'intervenir sur 4 thèmes que vous voyez là sur la diapo. Les situations de violence au travail, la souffrance au travail, les droits et devoirs du fonctionnaire de l'éducation nationale et un focus sur les mécanismes et sur le mécanisme de rupture conventionnelle. Les 2 dernières parties sont les parties les moins denses de cette intervention, donc ne soyez pas surpris si on perd un peu de temps, enfin, on ne va pas perdre du temps, mais si on passe davantage de temps sur la première et la deuxième partie, parce que elles sont un peu plus denses, et donc du coup elles demandent un peu plus de matière. Alors les situations, je commence tout de suite, première partie, donc les situations de violence au travail. Alors elles peuvent être multiples dans leur matérialité, mais également par leurs auteurs. Donc l'idée c'est de définir comment on peut les identifier et comment on les dénonce et on y fait face. Alors vous avez les violences physiques, les violences psychiques, le harcèlement moral qui fait partie des violences psychiques, mais qu'on met un petit peu à part parce qu'il n'y a pas forcément d'intentionnalité de revenir. Et l'idée c'est aussi de déterminer comment on se défend face à tout ça. Alors, l'INRS, l'Institut national de recherche pour la sécurité et la prévention des accidents au travail et des maladies professionnelles, qui est une association loi 1901, distingue 2 types de violences. Les violences externes, ça c'est assez simple, c'est celles qui sont commises et qui viennent de l'extérieur de l'institution. Donc les élèves, les familles, etc. Elles peuvent prendre différentes formes, incivilité, menace, agression verbale, physique, menace, vandalisme, meurtre, malheureusement. Et vous avez les violences internes, non seulement qui sont face à des situations de harcèlement moral ou sexuel, mais également face à des situations de conflits exacerbés entre collègues. Vous avez peut-être tous vécu ça. Des supérieurs hiérarchiques qui s'adressent à vous de manière inappropriée, des collègues qui s'adressent à vous de manière inappropriée. Quand c'est un supérieur hiérarchique, on appelle ça un exercice anormal du pouvoir hiérarchique. Je reviendrai parfois sur cette expression. L'exercice, ce que contrôle le juge administratif, c'est l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. C'est-à-dire que c'est normal pour un supérieur de recadrer un agent subalterne. D'accord ? Ça fait partie de ses attributions. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il a le droit de lui dire. Et c'est même normal. C'est sa mission. En revanche, ça doit s'effectuer dans un cadre normal de l'exercice de ce pouvoir. Donc, on met les formes. Ça veut dire qu'il y a des façons de faire, il y a des choses qu'on ne dit pas, des choses qu'on ne fait pas. Et le curseur, je n'ai pas de réponse à vous donner là sur les formes que ça représente, mais retenez ça, parce que c'est vraiment l'expression utilisée par le juge administratif, et c'est là que le juge met son curseur. Est-ce qu'on est dans l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ou pas ? Alors les situations de violence, vous avez les atteintes à l'intégrité physique, elles sont rappelées et surtout prohibées par les articles 221.1 à 222.67 du Code pénal. Je
vous donne quelques exemples, mais on en a toute une ribambelle. Hein. Torture et acte de barbarie, violence volontaire ou non, les intoxications volontaires, vol, agression. Voilà. S'il y a plus de 60 articles, 70 articles, c'est qu'on a un panel dans la violence physique qui est assez important. On a la catégorie des menaces. Oui. Excusez-moi, juste une question pratique. C'est renvoyé le PowerPoint? T'as pas écouté, hein? C'est pas bien, hein? Il a déjà été répondu à cette question. Mais en plus, c'est des collègues de mon établissement. J'aurais pu me demander à part, mais je connais bien la personne. Elle a un sacré pédigré. Est-ce que vous avez votre carnet sur vous? Mais est-ce que vous avez votre carnet de correspondance? Voilà. Travail non fait. Le PowerPoint, il sera accessible dans les semaines qui viennent. Voilà, ne t'inquiète pas. Voilà. Allez-y, maître Braque. Je suis désolé, hein, je la connais, mais bon, voilà. Il fallait l'inviter, c'est ça? Ouais, on n'a pas pu faire autrement, quoi. Voilà, allez-y. Les menaces sont considérées comme des actes d'intimidation qui consistent là aussi. La menace, on est quand on a parfois l'exercice du pouvoir hiérarchique, on peut se demander est-ce que on bascule pas dans la menace, hein? Il y a des choses qui sont dites de certaines façons. On met dans la balance, on n'est pas juste dans le recadrage, dans la balance, il y a autre chose. D'accord? Donc, je vous renvoie à cette définition. Hein. Les menaces sont considérées comme des actes d'intimidation consistant pour une personne à inspirer à une autre la crainte d'un mal projeté contre sa personne, sa famille ou ses biens, par l'annonce écrite ou verbale, publique ou privée, de la mise à exécution de ce projet. Donc, c'est vraiment, on vient mettre dans la balance, on vient insérer un élément qui va inspirer à l'autre de la crainte, soit pour lui, soit pour ses proches, soit pour les choses qu'il détient. D'accord? Là, on n'est plus dans l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, bien évidemment. Hein? Le supérieur qui commence à vous dire « t'as intérêt à faire comme ça, parce que ce qui te pend au nez, c'est du disciplinaire », on commence à rentrer dans la menace. Même si c'est son rôle, éventuellement, d'enclencher une procédure disciplinaire ou je ne sais quoi, parce qu'il y a eu une faute professionnelle, on rentre dans la menace. Alors j'ai entendu le mot chantage, alors le chantage c'est encore un tout petit peu différent, mais en attendant, on introduit un élément qui peut commencer à faire basculer vers la menace. D'accord? Donc attention à ça, c'est de la violence et c'est de la violence au travail. Autre situation de violence qu'on oublie parfois, la discrimination. La discrimination, c'est vraiment de la violence au travail aujourd'hui. C'est qualifié comme tel. Alors, là, je fais une référence au Code du travail, article L 1111-32-1. Il n'y a pas beaucoup, en droit de la fonction publique, vous savez que vous obéissez à des statuts, vous êtes régi par les statuts généraux, etc., et particuliers. On ne fait jamais référence au Code du travail parce que les fonctionnaires ne sont pas assujettis au Code du travail, sauf pour ce qui concerne, justement, la violence et les discriminations. C'est un pan de la législation qui a été étendu au droit de la fonction publique et aux agents publics, d'une manière générale, qu'ils soient contractuels ou titulaires. Et on retrouve la même chose je disais, sur tout ce qui est santé, donc il y a les discriminations, tout ce qui est prévention des risques psychosociaux. Les obligations des employeurs sont les mêmes, qu'ils soient des employeurs privés ou des employeurs publics. Voilà. C'est pour ça, soyez pas surpris si vous voyez une petite référence au Code du travail. C'est justement un des domaines pour lequel le Code du travail est transversal et s'applique à toutes les personnes en situation de travail. Voilà. Donc une discrimination, c'est quoi? C'est une inégalité de traitement dans le domaine de l'emploi, du logement, de l'éducation, de la formation, de l'accès aux biens et services, de l'accès aux soins, aux services sociaux et sur le fondement des critères qui sont prohibés par la loi. Donc exemple de critères qu'on ne peut pas prendre en compte et qui sont prohibés par la loi, l'origine, le sexe, on dirait maintenant le genre, situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, l'âge, le patronyme, l'état de santé, l'orientation sexuelle, les opinions politiques, les activités syndicales ou pas, capacité à s'exprimer dans une autre langue, le handicap, etc., etc., etc. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. Elle est à peu près complète, mais pas exhaustive. Je me pose des questions par rapport à la situation de famille, puisqu'il y a un système de points pour les mutations. Moi, je suis restée 15 ans avant de pouvoir obtenir un poste fixe, parce que j'avais pas la bonne... C'est une question sur les situations de famille et le système de points qui existe. Le système de points, puisque je suis restée... j'ai passé 5 ans à Créteil et ensuite 10 ans de thésée d'Aria, et j'ai finalement dû passer
J'ai finalement dû passer un deuxième concours, j'étais PLP. J'ai finalement dû repasser le concours externe. Attends. Ouais, oui, ça marche pas. Non. Je vais chercher, c'est un problème de pile. Après, il y a des questions qui vont peut-être relever plus du syndicat, c'est des histoires de points, de mutes, de trucs comme ça, que de la loi. Je sais que c'est marginal, alors je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais comme j'étais non paxée et sans enfant lorsque j'ai passé le concours, donc je viens d'Alsace, j'ai été envoyée 5 ans à Créteil. Pourtant, j'étais en zone prévention-violence, donc j'avais des points en plus zone prévention-violence. Et malgré tout, après, je suis restée encore 10 ans thésédariat en tant que PLP éco-gestion. Et finalement, comme les postes étaient supprimés, j'étais assurée de rester jusqu'à la fin de ma vie, finalement, TZR. Donc j'ai dû repasser en externe un CAPET pour être certifiée, pour pouvoir enfin avoir la chance d'avoir un poste fixe. Et ceux, finalement, qui avaient passé le concours depuis 2 ans, me passaient devant le nez pour avoir les postes fixes, je restais TZR. Est-ce qu'on ne peut pas parler, là, de discrimination ? Alors, non, parce que les critères sont prévus par la loi et que du coup, malheureusement, il faut rentrer dans les cases aussi à un moment du statut et de ce qui est prévu. C'est pas pour autant que la loi n'est pas elle-même, alors je vais employer un terme un peu inconventionnel. C'est-à-dire qu'il y a quand même des normes au-dessus de la loi aujourd'hui en France qui s'appliquent. La loi, un certain nombre de règles qui lui sont supérieures, notamment la Constitution. Les droits européens. Pas que la Constitution, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Donc c'est la Constitution dans son sens large, dans son acception large. C'est pour ça qu'on parle de bloc de constitutionnalité. Et puis aussi ce qu'on appelle le droit conventionnel. Le droit conventionnel, c'est les règles issues de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et dans ce traité international, dont la France est signataire et qui s'applique sur le territoire national, on a tous les ans des condamnations parce que certaines libertés fondamentales, certains grands principes ne sont pas respectés par nos textes nationaux. Voilà. Donc ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas de discrimination à l'échelle du droit conventionnel. Aujourd'hui, à ma connaissance, la France n'a pas été condamnée pour ça. Peut-être qu'il n'y a pas eu d'affaire. Parce que pour saisir la CEDH, concrètement, il faut d'abord avoir épuisé toutes les voies de droit internes. Ça veut dire monter pour vous, agent public, a priori au Conseil d'État. Et puis après, une fois que le Conseil d'État vous a dit circuler, il n'y a rien à voir, vous pouvez saisir la CEDH. Concrètement, c'est quand même un parcours qui s'inscrit à la fois dans le temps et qui représente un certain coût. Donc voilà, on le fait pour des actions un peu symboliques, mais pour les petits cas, entre guillemets, sans caractère péjoratif, mais à l'échelle d'une carrière individuelle, souvent, ça fait longtemps qu'on a réglé le problème et du coup on passe à autre chose, quoi. Voilà. Mais voilà, aujourd'hui il n'y a pas de discrimination au sens de la législation nationale, parce que c'est prévu comme ça. Mais à l'échelle de la Convention européenne, je n'ai pas tous les textes en tête, tous les articles, mais je pense qu'il y aurait moyen de gratter des choses intéressantes. Merci. Voilà. L'agissement ou l'outrage sexiste, ça aussi vous devez le voir assez régulièrement. Tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant répond à cette définition. Intéressant, vous noterez que c'est ayant pour objet ou pour effet. Et là, on est exactement dans la même expression que j'utiliserai tout à l'heure pour le harcèlement moral, c'est-à-dire que la notion d'intentionnalité n'entre pas en ligne de compte. C'est-à-dire que l'agissement sexiste, il n'est pas forcément dans le but de faire du mal ou de dégrader ou d'offenser la personne qui va recevoir, qui va être destinataire de cet agissement. Il suffit que ça ait pour effet d'avoir une incidence sur la personne. D'accord ? Donc, on peut avoir des situations anormales et qui rentrent dans le champ d'application de la loi, d'accord ? Sans que la personne qui est l'auteur des faits, entre guillemets, n'ait voulu blesser l'autre. Là, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça impose
un polissage des relations qui est quand même extrêmement important pour ne pas tomber sous le coup de la loi. On va le voir tout à l'heure avec le harcèlement. Bon, le fait d'imposer à une personne des propos à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant, humiliant, on fera la même chose. Je vous ai mis quelques exemples. L'obligation de se conformer aux stéréotypes de sexe, valoriser un sexe par rapport à un autre sur certains emplois, séduction qui sexualise les rapports à autrui, remarques ou blagues sexistes sous le coup de l'humour, et considération sexiste ou remarques sur la maternité. Ça, c'est du classico-classique. Voilà. Le harcèlement moral. Alors, là, je vous ai mis un rappel à l'article L133.2 du CGFP. Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter une atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Vous voyez, cette définition, elle a été revue il y a quelques années. La définition du harcèlement, elle a été revue il y a quelques années, que ce soit le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral, parce que trop de comportements échappaient en fait à la définition telle qu'elle a été fixée, notamment par le code pénal. Et en France, on a un principe qui est assez ancien de la légalité des délits et des peines, ce qu'on appelle le principe de légalité des délits et des peines, c'est que pour qu'une infraction existe, il faut qu'elle soit définie. Hein, c'est ça l'état de droit, c'est que si on fait quelque chose qui n'est pas interdit, c'est pas interdit. Donc il faut être très précis sur ce qui est interdit. Ce qui impose de réécrire régulièrement aussi le code pénal et tout un tas de textes parce que les comportements évoluent, la société évolue et qu'il faut se réadapter régulièrement. Cet article, il rappelle quoi? Il rappelle que votre administration doit vous protéger. Elle a pour obligation d'interdire, de réguler et de protéger les agents de ces comportements-là. D'accord? Et encore une fois, comportements qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail qui ont un impact sur votre santé physique ou votre santé mentale. Ok? Donc, encore une fois, la question de l'intentionnalité, on s'en moque, ça n'entre pas en ligne de compte. En revanche, le harcèlement, il faut des actes répétés. Ça, c'est fondamental. Il n'y a pas de harcèlement sans acte répété. Un fait grave qui n'arrive qu'une seule fois, ce n'est pas du harcèlement. Ça ne sera jamais du harcèlement. C'est une agression, c'est une violence, voilà, mais c'est pas du harcèlement. C'est éventuellement ce qu'on a vu avant, hein. Mais en revanche, ça ne peut pas être qualifié de harcèlement. Il n'y a pas de harcèlement sans répétition. Et attention, le juge est extrêmement exigeant sur le type de fait, et il faut presque tenir un agenda, hein, parce qu'il faut savoir à quelle date, comment, hein. Et alors idéalement, il faut avoir des attestations de gens qui ont assisté au truc. Voilà. Alors justement, quand il n'y en a pas, parce que ce genre de personnes en principe, c'est souvent très malin. Ouais. Alors, je vais vous c'est expliquer. En dehors de toute témoin. Je vous explique comment fonctionne le juge. Ou de toute oreille. Bien sûr. Je vais vous expliquer comment fonctionne le juge, et après on pourra débattre de ça si vous voulez. Ok? Je vous ai mis une liste de typologies de comportements qui sont stigmatisés. Ils sont issus de la transposition d'une directive communautaire, donc de droit communautaire. C'est la même chose, c'est les mêmes comportements qu'on retrouve dans tous les pays de l'Union européenne. D'accord? C'est ces comportements-là qui s'apparentent à ce qu'on appelle du harcèlement moral. Donc on a empêché la victime de s'exprimer. Donc éviction des réunions de travail, privation de téléphone, de mail, etc. Isoler la victime. Déconsidérer la victime auprès de ses collègues ou de tiers. Donc ça, vous serez plutôt... En général, c'est moi ce que j'observe dans les dossiers, on est plutôt là. On est dans le discrédit et la déconsidération. Discréditer la victime dans son travail, et notamment pousser l'intéressé à la faute, puis l'écarter de la structure pour cela. Donc ça, c'est le piège qui est tendu à l'agent délibérément, et puis après on est bien content, il est tombé dedans, et on va utiliser ça pour de la procédure disciplinaire, pour de l'insuffisance professionnelle, ou que sais-je. D'accord? Et enfin, compromettre la santé physique ou psychique de la victime. Souvent, c'est la santé psychique. J'ai assez rarement des passages à l'acte avec des coups échangés ou ce genre de choses. Mais en revanche, des petites piques régulières qui viennent saboter la santé mentale des agents, ça, ouais, ça on voit beaucoup. Ça. Alors. Et quand personne n'a entendu?
que c'est Alors, entre deux. On va y venir. Comment le juge administratif étudie les dossiers de harcèlement moral? Donc là, on a un gros changement. Je vous ai mis la référence de l'arrêt en juillet 2011. Parce que historiquement, comme dans toute la procédure administrative, il appartient au demandeur, donc c'est celui qui est en demande, qui se plaint de quelque chose, de faire la preuve. C'est sur lui que pèse la charge de la preuve. Donc c'est à lui de prouver ce qu'il invoque de manière à obtenir gain de cause. Bon, au bout d'un moment, ils se sont quand même rendus compte dans la justice administrative, même si quand même ils ont un peu de soucis avec l'administration, en considérant que l'administration est toujours de bonne foi, etc., ce qui est un peu compliqué parfois. Ils ont pris conscience qu'il y avait quand même une difficulté de la preuve pour ces situations-là, parce que les harceleurs ne sont pas complètement débiles, et qu'a priori, ils ne font pas ça au vu, au su de tout le monde, en présence de témoins, etc. Donc le juge a changé son paradigme. Aujourd'hui, il faut que l'agent qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral amène suffisamment d'éléments au juge pour créer ce qu'on appelle un faisceau d'indices. Et dès que ce faisceau d'indices est constitué, le juge va inverser la charge de la preuve. Et donc du coup, ce sera à l'administration d'amener la preuve suffisante que le harcèlement moral n'est pas constitué. Donc on se retrouve dans une situation qui est un peu plus confortable pour l'agent, parce que il faut que l'agent ait suffisamment d'éléments pour créer un doute dans l'esprit du juge. Et ensuite, ce doute, il va appartenir à l'administration d'aller le combattre, elle, par des preuves. Surtout que, si vous ne le savez pas, je vous le dis, parce que je suis toujours surpris que des agents ne savent pas ça, vous avez un dossier administratif qui est tenu par le rectorat. Dans ce dossier administratif, on trouve toute votre carrière. D'accord ? Et en droit de la fonction publique, le premier truc qu'on va aller chercher dans un dossier contentieux, c'est justement le dossier de l'agent. L'administration, dites-vous bien un truc, c'est que l'administration a le monopole de la preuve. C'est-à-dire qu'elle peut produire des choses dans votre dossier. Parfois, elle produit des choses dans votre dossier, vous n'avez même pas idée. Là, vous avez un supérieur hiérarchique qui va faire un rapport qui vous est défavorable en disant tel agent, c'est une planche pourrie pour telle et telle raison, il m'a foutu le bazar dans une réunion, il n'a pas fait ci, il s'est mal adressé à une famille, je sais pas quoi. Vous n'en êtes pas nécessairement informé. Vous avez un droit d'accès permanent à votre dossier. Ben oui. Et ben vous vous adressez au service RH, ils doivent vous assurer un accès à votre dossier. La seule fois dans votre carrière où on va vous dire que vous pouvez consulter votre dossier, et c'est à l'initiative de l'administration qui va vous écrire ça, c'est dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, l'administration est tenue, pour la régularité de sa procédure, de vous dire que vous avez un droit d'accès à votre dossier, qu'elle peut vous en délivrer une copie. Mais juste un peu, vous dites faire un rendez-vous, demander un rendez-vous RH. Là, c'est peut-être justement l'occasion de demander d'être accompagné par un représentant syndical. Parce que généralement, nous, dans les académies, on connaît les représentants RH. Moi, j'en ai déjà fait des rendez-vous avec pour Lyon, avec les personnes qui s'occupent de ça. Donc, ça permet. C'est au rectorat, du coup, la réunion. Oui, tu fais une demande au rectorat, un rendez-vous RH, et c'est bien si vous le faites j'allais dire mandatant, peut-être pas le terme, mais voilà, généralement, nous, on doit pouvoir vous accompagner. Vous pouvez le faire sans, mais c'est vrai que moi, je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, nos chefs nationaux, là, mais je pense que c'est bien que si on vous accompagne, parce que déjà, souvent, on connaît les personnes en face, on sait un petit peu comment ils fonctionnent, et puis ça crée un petit rapport de force. Mais mon collègue Normand, Nicolas, va dire quelque chose. C'est très simple, la demande de consultation du dossier, elle se fait par la voie hiérarchique. Vous faites une demande au recteur ou à la rectrice, et ils ont un délai de 2 mois pour reconstituer les pièces. Voilà. Numéroté. Voilà, il y a un délai de 2 mois que s'accorde l'administration pour vérifier qu'il y a toutes les pièces. C'est déjà un scandale en soi, je vais y revenir. Oui. Maître Braque, c'est ça? Vérifier qu'il y a toutes les pièces ou en enlever certaines si elles sont gênantes. Alors, c'est là que je rebondis sur la chose que... Non, ils ne peuvent pas tricher, ça serait très grave, ça serait très très grave. Se faire accompagner... Ouais, j'en ai des cargaisons d'exemples où l'administration triche dans les dossiers. Ouais. Alors, dans l'hospitalière. Dans l'hospitalière, encore plus.
Mais dans l'éducation nationale aussi. Le fait de se faire accompagner par un représentant syndical, c'est absolument essentiel. À partir du moment où vous êtes insécurisé, il faut pas aller seul où que ce soit. Jamais. On en reparlera tout à l'heure cet après-midi. C'est des techniques de management qui sont... Ce que je voudrais faire comme commentaire aussi par rapport à ce que vous avez dit, c'est que l'administration, dans ce que vous expliquez, devient juge et partie. Elle doit apporter la preuve. Elle a le devoir de vous protéger. Et c'est à elle d'apporter la preuve que vous n'avez pas été protégé. Donc en fait, quand vous commencez à être dans une situation d'inconfort, avant de parler de harcèlement, on va parler d'inconfort, vous êtes très mal. Il faut bien avoir compris que la situation est vraiment périlleuse, authentiquement périlleuse, que les services d'un avocat sont souvent très utiles, et que par défaut, ce qu'il faut faire, c'est vous allouer enfin, une protection syndicale. Voilà, quelqu'un qui soit là pour être le témoin de ce qui vous arrive. Hein, et qui éventuellement peut être utilisé dans une procédure judiciaire après. Voilà. Je vais laisser ma collègue qui vous dit. Oui. J'ai demandé en février la consultation de mon dossier administratif parce que j'ai fait l'objet d'une mutation d'office parce que j'ai dénoncé des faits de harcèlement moral et l'administration a dit que c'était un conflit interpersonnel. Elle a déplacé le problème, donc vous. Et donc j'ai la victime. voilà. Oui, c'est moi. Donc j'ai demandé la consultation de mon dossier professionnel en février. On m'a permis d'y avoir accès uniquement en juin. Et dans mon dossier professionnel, il n'y a que des ragots, des lettres de collègues, avec des ragots de faits qui sont, mais c'est n'importe quoi. Comme quoi j'aurais pris des conflits alors que l'administration ne m'a jamais entendu sur ces points, etc. Donc que faire quand dans le dossier administratif il y a des ragots et des choses infondées? Alors, très brièvement, la première chose, c'est que je suis d'accord avec ce qu'a dit monsieur au fond de la salle. Monsieur Dejean, le Normand. Monsieur Dejean, le Normand. Alors, il a utilisé l'expression inconfort. On va être clair, on va mettre des vrais mots. En fait, vous êtes en situation de vulnérabilité. Et quand on est vulnérable, en effet, on ne va pas tout seul où que ce soit. Là, je suis totalement d'accord avec ça. Donc, avant de pousser éventuellement la porte d'un cabinet d'avocats, évidemment, on se tourne vers les syndicats qui sont là pour ça. D'accord ? Pour être à vos côtés. Deuxième chose, l'administration, j'ai entendu, l'administration s'octroie un délai de 2 mois pour préparer les pièces du dossier. C'est un scandale. Pourquoi c'est un scandale? Parce que votre dossier, normalement, il est prêt tout de suite. En fait, le texte vous dit quoi? Le texte sur la tenue du dossier administratif, dans le Code général de la fonction publique, c'est que vous pouvez obtenir communication de votre dossier à tout moment. Ce dossier, il est numéroté en effet. Dans les faits, il ne l'est jamais, hein, parce que ça permet de rajouter un peu des trucs comme on veut. Et là, c'est un truc insupportable du compte du juge administratif, c'est que le juge administratif ne le sanctionne pas. C'est-à-dire que moi, j'ai plaidé plusieurs fois en expliquant que c'était un confort. Le texte prévoit que ce soit numéroté, et le juge vous dit oui, mais si c'est pas numéroté, c'est pas très grave. Je dis oui, sauf que ça ouvre la porte à n'importe quoi. Voilà. On peut trafiquer des dossiers comme on a envie. Aujourd'hui, dire qu'un fonctionnaire est dans une situation tranquille parce qu'il a la sécurité de l'emploi, etc. Moi, vous me laissez 6 mois, je vous garantis que je fais gicler un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle. C'est pas très compliqué. D'accord? Donc, aujourd'hui, le dossier il doit être tenu de manière numérotée et numérisée. Donc, techniquement, on vous demande toujours de prendre rendez-vous en RH pour venir consulter vos dossiers papier, etc. Non mais c'est ça. En fait, vous devriez le demander par mail et on vous répond par mail, un lien, accès à votre dossier en lien où il transfère ou je ne sais quoi, mais peu importe. Mais le dossier, normalement, il est prêt. Il n'y a pas besoin d'avoir des mois et des mois pour préparer le dossier. Ça, c'est un scandale. Excusez-moi, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il faut se déplacer physiquement? Actuellement, oui, c'est ça. On l'a eu chez nous, hein, Cécile qui fait partie, qui est dans mon établissement. Ouais. Je t'en parlerai tout à l'heure. Thierry, il a été le voir là-bas, il a été physiquement. Et juste et un on truc. Peut avoir une copie. Oui, on peut avoir une copie. Alors, juste Monsieur Maître Braque, il vous donne la version, parce que parfois il plaide pour, quand vous êtes en affaires, hein, pour défendre l'agent, et parfois vous prenez les dossiers de l'administration. Donc en fait, il a un recul sur des pratiques de l'administration et des agents. Mais attention, quand je dis l'administration, pas dans l'éducation nationale. Vous m'avez dit parfois dans l'hospitalier, ou la territoriale. Je suis l'avocat de un peu de territorial.
Et on fait beaucoup de fonctions publiques hospitalières côté administration. Mais pas éducation mais nationale. l'éducation nationale, non, je ne travaille pas pour l'État. Ce délai de 2 mois, il est dans les textes? Non, non. Non, non. Donc c'est En fait, si vous voulez, ce délai de 2 mois, il est lié au fait que quand on fait une demande à l'administration, si un délai de 2 mois s'écoule sans réponse, c'est un rejet implicite. Je crois que c'était l'extraction. Alors ça c'est la communication de François Hollande. La communication du président Hollande, on va simplifier le droit administratif et en fait le silence gardé par l'administration vaudra acceptation. Ça, en effet, c'est le principe qui a changé au moment où François Hollande a été élu, enfin un peu après, mais sous son quinquennat. C'est un gros pipeau. Parce que quand on prend le texte, en fait, il y a 600, je ne sais pas combien exceptions à ce principe, ce qui fait que, grosso modo, il y a quelques situations, en effet, où ça a changé, le silence ou acceptation. Et dans les faits, dans la vraie vie de tous les jours, on est comme avant, quasiment. Voilà. Donc, méfiez-vous des effets d'annonce. Moi, à chaque fois que je vois une loi de simplification du droit, j'adore. Parce qu'en général, on n'a rien simplifié du tout. Valérie ? Bonjour maître, une petite question. Moi je suis dans un cas où en fait les principaux successifs de mon établissement n'ont pas protégé, enfin je suis en sciences, les collègues de sciences ont eu connaissance de faits, de je sais pas, harcèlement, intimidation, je ne sais rien, n'ont rien fait. Et c'est le nouveau principal qui vient d'arriver qui a découvert le poteau rose, qui nous l'a dit. On a été convoqués, on a eu une réunion avec, entre autres, une inspectrice de l'éducation nationale. Les faits concernaient qui? Un agent de laboratoire. D'accord. Et en fait... Harcelé par des collègues? Non, c'est lui qui nous harcèle. Enfin bon, bref, c'est pas... Voilà. Sexisme, tout ce que vous voulez. Je ferai pas de vaisselle pour les femmes. Enfin bon, bref, on s'en fiche, on s'en fout. C'est pas le souci. Mais nous, on a même des écrits où notre chef, à l'heure actuelle, est en train de nous dire... la procédure n'a pas été respectée, le collègue devait être convoqué, il n'y a jamais eu d'entretien préalable. On a... Voilà, c'est ça qui m'interpelle. Et qu'est-ce qu'il faut faire du coup à partir de maintenant? Il faut partir du principe que l'administration, elle n'est pas omnisciente ni omnipotente complètement. Et que si les infos ne remontent pas, on ne peut pas se plaindre qu'au-dessus, il ne se passe rien. Ça c'est quand même la base. Je suis prêt à critiquer à fond le rectorat parce que, de mon point de vue, ils sont pas bons. Mais vu ce que je vois dans les dossiers... Le rectorat de Lyon. De Grenoble aussi. Hein. Là, j'ai un beau dossier au rectorat de Grenoble. J'ai plusieurs plaintes en cours, ça va un peu les décoiffer. Parce que le proc, c'est autosaisi, quand même. Donc on va rigoler 2 minutes. Attention. Non, non, mais juste... On parle du dossier administratif, j'ai 2 questions précises à poser. Ouais. La collègue tout à l'heure a parlé de ce qu'elle avait découvert dans son dossier administratif. Donc je veux savoir si on peut faire enlever du dossier administratif ce qui n'a rien à y faire. Oui. Et la deuxième question, est-ce qu'il est normal que certains rectorats, je ne sais pas si c'est le cas de tous, fassent payer 50 centimes chaque page à l'heure d'Internet, mais où on pourrait très bien, effectivement, se passer de ça. Et est-ce qu'on, nous, en tant que syndicat, on a la possibilité de contester cette pratique? C'est-à-dire, est-ce que cette pratique est réglementée ou est-ce que c'est un état de fait contre lequel on peut s'opposer? Alors, je réponds là et après je reviens à votre situation. Première chose, c'était quoi votre première question? Est-ce qu'on peut faire enlever des choses du dossier? Oui. Oui, évidemment, le dossier doit refléter la carrière de l'agent. Donc tout ce qui est médical n'a rien à faire dans votre dossier. Ah d'accord. Voilà, les arrêts éventuellement, mais les pièces médicales en tant que telles, elles n'ont rien à faire dans le dossier administratif d'un agent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les sanctions disciplinaires, il y en a qui n'ont rien à faire dans un dossier. C'est le cas de l'avertissement, par exemple, qui n'apparaît pas au dossier, et le blâme est supprimé au bout de 1 an ou 2, je ne sais plus, j'ai plus le texte en tête, mais au bout d'un moment, il sort. 3. Bon, peut-être 3. D'accord? Donc, et ensuite, ça doit refléter votre carrière. Alors, si vous avez des collègues qui se plaignent pour des faits précis parce qu'ils ont écrit à la hiérarchie, ça peut figurer dans le dossier. Ça, on va être clair. Par contre, si c'est du ragotage, etc., ça n'a rien à y faire.
C'est soit on a un agent qui lui-même fait un rapport pour expliquer une situation et dire je me suis senti mal parce que le collègue a un nain, ok. Après, si l'administration n'en fait rien, ça doit dégager. Ça n'a rien à faire dans votre dossier. C'est-à-dire que, et là je vais rebasculer sur ce que on raccroche le wagon, quelle est la conduite à tenir pour l'administration quand elle est informée de faits qui sont susceptibles de rentrer sous le coup de ce qu'on vient d'expliquer, que ce soit des violences psychiques, des violences physiques et autres. Elle doit mettre en place ce qu'on appelle une enquête administrative. L'enquête administrative, c'est quoi? C'est une procédure dans laquelle l'administration va dépêcher des agents qui sont neutres et indépendants et impartiaux vis-à-vis de la situation, avec pour objectif de démêler le vrai du faux dans les faits qui sont remontés, hein, dans l'information qui est délivrée, pour pouvoir ensuite qualifier ces faits, qu'une qualification puisse être faite et qu'on puisse en déterminer les suites à donner. Mais est-ce que l'agent concerné est au courant? Mais l'agent concerné, il est entendu. C'est-à-dire que si on a une enquête administrative, celui qui dénonce les faits, c'est le premier qu'on va entendre, en disant est-ce que vous confirmez ce que vous avez écrit là et à tel endroit, est-ce que vous pouvez développer un peu, hein? Et ensuite on va aller auditionner les intéressés pour savoir tel jour à telle heure, est-ce que vous étiez bien à cette réunion, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire. Là aujourd'hui je mène une grosse enquête administrative dans une collectivité. On a toute une direction, tout un service de direction qui dysfonctionne dans ces relations. On auditionne tout le monde, de la DRH jusqu'au dernier agent de catégorie C. On a auditionné 30 personnes, je crois. On a les conclusions? Non, c'est confidentiel, c'est en cours. Mais, non, mais l'agent concerné, à un moment donné, est-ce qu'il a... Ah bah oui, parce qu'après, il y a un rapport. C'est-à-dire que l'enquête administrative, elle donne lieu à un rapport qui est transmis à la hiérarchie pour suite à donner. Alors moi, je m'excuse d'intervenir encore parce que j'ai voilà ce qui m'est arrivé. Donc suite à la dénonciation des faits de harcèlement moral, j'ai été convoquée par le DAZEN adjoint avec le représentant syndical qui à l'époque n'était pas Action et Démocratie mais le SNUIPP parce que je suis de l'Académie de Nice. Donc à peine arrivée dans le bureau du DAZEN adjoint, elle m'a dit « Votre dossier, je ne l'ai pas lu. Votre dossier, je ne l'ai pas lu. Il n'y aura pas d'enquête administrative parce que vous croyez quoi? Que je vais déléguer 2 personnes à plein temps pour étayer ce que vous dites, si c'est vrai ou si c'est faux. » Voilà. C'est extrêmement violent. Voilà non seulement c'est violent, mais en plus c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que c'est le job de l'administration. C'est pas votre problème si ces gens-là n'ont pas de personnel à affecter à ça. Oui, mais il n'y a pas de texte opposable. Si. À l'enquête administrative? Bah, attendez, ce texte-là, aucun agent ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, etc. Ça veut dire qu'il appartient à l'administration de s'assurer qu'elle a tout fait et tout mis en œuvre pour protéger ses agents. C'est ce qu'on appelle la protection fonctionnelle. La protection fonctionnelle des agents publics, elle a à la fois un aspect pécuniaire, parce que l'administration doit prendre en charge les frais qui sont liés à vos procédures. Par exemple, vous êtes agressé dans le cadre de votre service, il y a des poursuites pénales contre l'auteur des faits, vous pouvez vous constituer partie civile et c'est l'administration qui paye votre avocat. C'est ça la protection fonctionnelle. Quel traitement? Moi j'ai une question importante. Juste je finis. Ah oui, et la protection fonctionnelle a cet aspect pécuniaire, mais au départ, elle part de quoi? Elle part du fait que vous devez travailler dans un environnement sécurisé. L'administration, elle vous doit ça. Elle vous le doit. Et ça, c'est la base même du droit de la fonction publique. Donc aujourd'hui, le texte opposable, il est simple, c'est que l'administration, son devoir, c'est de faire la lumière sur des faits qui lui sont remontés. Et si elle ne le fait pas, elle engage sa responsabilité pour faute, parce qu'elle est en carence. Alors je vais faire une petite digression, parce que ce n'est pas l'objet, mais la maladie professionnelle, aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez le régime de la maladie professionnelle, ah si, j'en parle après, c'est qu'il y a une indemnisation, mais on passera vite du coup sur la diapo. Le régime de l'indemnisation de la maladie professionnelle, c'est un régime de l'indemnité sans faute. D'accord? C'est-à-dire que vous développez une maladie à l'occasion du service, c'est une maladie qui est qualifiée de maladie professionnelle. Peu importe le comportement de l'administration, vous serez indemnisé parce que même s'il n'y a pas de faute de l'administration, c'est pas normal que vous développiez une maladie à l'occasion de votre service. D'accord? Donc ça, c'est le principe même. Mais en plus de ça,
on ajoute des systèmes de responsabilité pour faute. Donc quand on identifie une faute de l'administration, on peut être indemnisé par les carences. Alors il y a des questions. Alors, là, oui, alors on va commencer là, puis après on va tourner comme ça. Alors attends, j'en ai une qui est importante parce que. D'abord le président. Non, c'est pas pour ça, mais c'est parce qu'il y a des collègues qui sont dans ce cas-là. Il y a des lettres anonymes qui arrivent. Parfois. Des lettres anonymes. Alors quel traitement réservé à des lettres anonymes? Comment l'administration peut les recevoir, peut les présenter, peut s'en servir? Alors moi, mes clients administration qui me sortent des lettres anonymes, quand ils n'ont pas eu l'idée de les traiter directement par la corbeille, c'est moi qui leur donne l'idée. Alors, je veux dire, il y a un moment donné, quand on veut dénoncer quelque chose, c'est fini les années 40, on arrête, on passe à autre chose, on vit dans un état de droit. Il y a des systèmes de protection pour les gens qui ont le courage de dénoncer des faits qui sont anormaux. Donc, j'allais dire une expression horrible, donc je ne vais pas la dire. Mais on porte ce qu'on a apporté, hein, et on fait état de son nom. Enfin, je veux dire, moi, sincèrement, les administrations pour qui je travaille, beaucoup des CHU, quand ils reçoivent des courriers anonymes, en général, ça n'arrive déjà même pas jusqu'à moi, parce qu'au service RH, ça a déjà été balancé à la poubelle. Voilà. On n'en fait rien. C'est une appréciation morale. On ne peut rien vérifier. Malgré tout, ils s'en servent. Est-ce que nous, on peut faire référence à un texte officiel, à quelque chose qui... Non, mais il n'y a pas de texte. Alors, on va gagner du temps, ça c'est fini. Avant, il y avait un entretien annuel pour une note, ça c'est fini. Maintenant, c'est à des certains moments de la carrière. Puis passer un certain âge, c'est fini complètement. Parce que là, on va avoir une dizaine de questions, donc je vais vous laisser faire. Ouais, parce que ça, c'était... En fait, le dossier, il s'apprécie dans sa globalité. D'accord? Il y a, dans une procédure disciplinaire, si on fait un focus sur la procédure disciplinaire, il y a les pièces à charge, c'est l'objet de l'enquête administrative aussi. L'enquête administrative, elle doit être à charge et à décharge. C'est-à-dire qu'une enquête administrative, elle ne peut pas être menée qu'à charge de l'agent. Et là, le juge administratif est très clair, c'est que si il ressort de l'enquête administrative, de la façon dont le rapport est rédigé, de la façon dont les entretiens ont été menés, qu'on n'a entendu que les personnes qui devaient s'exprimer à charge, que celui qui se défend dit bah, vous devriez auditionner Duchemol, Tartampion et Bidule, parce qu'eux, ils ont des choses à dire qui ne vont pas dans le sens des accusations, qu'on fait le choix de ne pas les auditionner, il y a un moment donné, il n'y a pas de formalisme, l'enquête administrative, elle n'est pas organisée par les textes, il n'y a pas de formalisme prédéterminé, mais le juge, lui, nous dit que si on prend une sanction disciplinaire sur la base d'une enquête qui est foireuse parce qu'elle est à charge, la sanction tombe. C'est-à-dire que la sanction, ça rejaillit sur la légalité et la régularité de la procédure disciplinaire, et donc sur la sanction qui est prise à l'issue de celle-ci. Moi, ce que je pense par rapport à ce que vous disiez, c'est que d'un point de vue de l'éducation nationale, parce que c'est une maison très particulière, effectivement ce que tu dis est vrai, je pense, vous me coupez si j'ai tort, hein, si l'administration vous fait le reproche ou commence à enclencher un truc sur la base de dénonciation anonyme ou choses comme ça, il faut vous rapprocher à mon sens d'un syndicat, et nous on intervient et on dit, c'est sur quelle base? On nous dit c'est sur ça, on dit attention, moi je travaille avec tel cabinet d'avocats, c'est pas possible, ça n'a aucune base légale, et je pense que déjà, les 3/4 des choses vont tomber. Et après, on peut peut-être vous faire intervenir dans un deuxième temps. C'est comme ça que je le ferai. Après, vous me direz si c'est faux, mais parce qu'il y a beaucoup de... Tu le sais encore, peut-être aussi, de l'intimidation. Le truc, ça va, on va gérer ça entre nous, on va dire. Et en fait, non, y aller avec être syndiqué. Moi, de toute façon, plus ça va. Moi, j'étais pas syndiqué jusqu'à il y a encore 4-5 ans. Après, j'ai fait un choix qui n'était pas forcément le bon. Maintenant, j'ai fait le bon. Voilà. Et le fait de dire syndicat, le gars vient ou envoie un mail. J'envoie juste un mail. Là, et Monsieur Braque, Thériault m'a dit, machin. Là, je pense que déjà, ça pose le truc. On peut tomber sur des fous furieux, mais après, on fait éventuellement intervenir. Et je pense que moi, c'est comme ça que je le vois. Après. Voilà. Mais c'est une maison particulière de l'éducation nationale. Il ne faut pas laisser la machine se mettre en route. Voilà, surtout. Exactement. Ça, c'est très important. Voilà. Là, voilà. Vous mettez le doigt là où il faut le mettre. C'est une grosse machine. Ouais. Si je peux me permettre d'intervenir, vous prenez une bougie, une toute petite bougie. Pour éteindre la bougie, vous voyez les doigts, vous éteignez la flamme de la bougie, c'est fini. D'accord. Vous laissez la bougie contre le rideau, dans 2 heures, c'est tout l'hôtel qui change. Et les sales histoires auxquelles on a accès, nous, en tant que délégués syndicaux, quand on aide les collègues, c'est des histoires absolument catastrophiques sur le plan personnel. C'est destructeur, mais vraiment authentiquement destructeur. Et c'est parce que les collègues ont un retard à l'allumage.
c'est pas humain, on en parlera tout à l'heure, c'est pas humain de se méfier des gens en qui enfin, le patron, la hiérarchie, c'est un peu la famille, le papa, la maman. Donc on se dit, ah, c'est pas possible qu'on se fasse trahir par des gens qui sont au-dessus de nous. C'est le cas, malheureusement. Et donc le réflexe syndical, est légal, hein. Il est absolument essentiel et vital. Dites-le autour de vous, c'est très simple. Vous êtes inquiété, il y a quelque chose qui ne va pas, vous réagissez humainement à quelque chose que vous ressentez, qui est mal identifié. Et quand vous allez dans un bureau, vous y allez avec quelqu'un qui sera le témoin, avec des conseils juridiques d'un avocat, et en disant, en faisant planif, vous savez, moi, je vous présente avec un avocat qui me conseille, et un syndicat qui va m'aider. Et là, les gens commencent à réfléchir. L'administration commence à réfléchir. Je reviens juste, je terminerai là-dessus. Je terminerai là-dessus, justement, c'est à partir de quand on continue naïvement à faire confiance uniquement au chef d'établissement. Et qu'est-ce qu'on fait pour ne pas faire confiance? À qui on s'adresse? Voilà, c'est ça ma question. Ça c'est votre problème de l'après-midi, mais il faut avoir en tête une chose, c'est important ce qui vient d'être dit, c'est qu'il ne faut pas laisser la machine se mettre en route parce que vous êtes un rouage dans une très grosse machine, d'accord? Et que si on en casse un de temps en temps, c'est pas très grave. D'accord? Et on est même prêt. Ça fait plaisir des fois. Non, mais il faut avoir en tête que la machine, elle est prête même à sacrifier des éléments sur l'autel du tribunal médiatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je dis qu'il ne faut pas laisser la machine se mettre en route, c'est que moi j'ai des dossiers où en fait je vois les agents sont sacrifiés parce qu'à un moment donné, la presse en parle, machin, il faut une réponse et donc on fait n'importe quoi. L'important c'est d'apporter une réponse. Parce que le directeur de cabinet de la rectrice ou du recteur, il est content. On a géré la presse, on a géré l'hémorragie. Au ministère, ils sont contents parce qu'ils ont géré l'hémorragie médiatique. Les conséquences en dessous, on s'en fout. Hein. On s'en fout. S'il faut sacrifier un agent et sa famille, c'est pas très grave. Hein. Donc, ayez ça en tête. C'est que vous appartenez à une grosse machine. Il y a deux ministères pour ça qui sont d'une violence extrême. C'est l'éducation nationale et la défense. Moi, c'est les dossiers où j'assiste à des choses, enfin, dans la fonction publique d'une manière générale, on voit des choses qui se passent plus dans les entreprises privées depuis 20 ans. Mais alors, dans ces ministères-là, c'est surréaliste. Le culte du silence. Ça a été employé l'expression, on va régler l'affaire entre nous. Ça, mais jamais. Jamais. Vous allez voir des syndicats, vous externalisez, il ne faut pas que ça reste entre vous et l'auteur ou entre vous et le supérieur à son petit niveau. Parce que le principal de collège, le proviseur ou je sais pas quoi, le directeur d'école, lui sa préoccupation c'est de gérer les familles. D'accord? Et le reste, c'est pas son problème, il fera remonter ce qu'il arrange en disant mais attendez, cet agent-là il pose un problème de relation avec les familles. On n'ira pas chercher si c'est une famille à problème et s'ils sont tous tarés là-dedans, etc. Enfin, je parle un peu crûment, mais c'est la vraie vie, quoi. Et du coup, sans tomber dans la paranoïa et se dire c'est horrible, à tout moment, je vais me faire dégager ou prendre une sanction disciplinaire, c'est pas ça le discours. C'est juste, il faut pas le traiter par-dessus la jambe. C'est que le jour, et j'aime bien l'expression de la bougie, c'est que le jour où vous voyez la petite flamme s'allumer, il ne faut pas traiter ça par-dessus la jambe, c'est le moment où il faut s'emparer de la question avant que justement l'incendie ne démarre. Parce qu'après, il est bien tard. Mais attends, parce que là, il y a des gens qui attendent depuis tout à l'heure. Vas-y. Alors bon, moi je suis personnel administratif dans un collège depuis 2020, on a changé de principal et j'ai une évaluation annuelle. Les personnels administratifs ont une évaluation annuelle. Sauf que depuis 2020, elle n'a jamais eu lieu avec ce principal. Cette année, elle a eu lieu. J'avais une très bonne évaluation, mais comme je suis extrêmement précise sur ce que je voulais envoyer au rectorat, j'ai fait quelques observations. Ces observations, je les ai soumises au principal et à sa signature pour les transmettre au rectorat. Il n'a jamais signé, il n'a jamais daté. Le rectorat, malgré mes observations sur l'évaluation initiale, n'a jamais rien réclamé. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Vous avez des recours après. Sur les évaluations, vous avez des recours. Alors il faut saisir la CAP, alors je ne sais pas quel est l'équivalent chez vous. Ça, quel est le rôle parce que je vais revenir, c'est le rôle des CRP, enfin des instituts représentatifs des personnels, dans tout ce qui peut être harcèlement moral, et puis avant le harcèlement moral, souvent on est dans un problème de conflit.
de gestion de conflit qui peut dégénérer. Alors moi, ça n'avait rien à voir avec un conflit, non, mais voilà. Ça avait à voir avec ma mais fiche de on poste, a qui aussi n'avait pas été le volet IRP, donc CHSCT. Il n'y a plus de CAP, mais alors, donc on est plutôt dans les CHS et les CT, les comités techniques. Donc une affaire, on va dire, un problème de conflit qui peut être limite harcèlement moral, etc., mais qui est bien envenimé dans une communauté de travail, il est porté à connaissance du CHSCT, le comité d'hygiène et sécurité, qui s'occupe justement des conditions de travail des salariés. Comité d'établissement. Comment on en arrive déjà là? Est-ce qu'il n'y a pas eu en amont, avant que ce soit porté au CHSCT, est-ce qu'il n'y a pas déjà des éléments en amont avant d'arriver là, ou est-ce que ça arrive direct au CHSCT et puis après Il peut y avoir des choses en amont, mais c'est pas réglementé, quoi. Voilà. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que je parce que c'est déjà bien, quand ça arrive au CHSCT, ça veut dire que c'est déjà bien dans cette ma question était comment ça se fait que le rectorat ne réclame pas une pièce où il a été clairement identifié sur la case observation. Mais parce que tout est dysfonctionnel. Je vous parlais tout à l'heure de mon dossier un peu chaud là au rectorat de Grenoble. On a déposé des plaintes pour harcèlement pour le compte de l'agent. Le proc s'est autosaisi et nous a demandé de venir déposer une plainte, et depuis il y a une enquête de police en cours. J'ai quand même dans ce dossier un mail du ministère de l'Éducation nationale qui m'explique qu'en effet ils ont demandé des pièces comme nous au rectorat de Grenoble et que Grenoble ne répond pas. C'est-à-dire que le rectorat de Grenoble ne répond même pas au ministère quand le ministère lui demande des éléments. C'est surréaliste. Vous êtes dans ça dysfonctionne. Donc, vous me dites comment ça se fait que la pièce n'est pas demandée. Je vous dis parce que ça dysfonctionne. Je voulais un tout petit peu jouer le bas de cop et j'en suis vraiment désolé. On est à un quart du diapo. On est parti sur vos questions pour ce diaporama et donc ça doit répondre à 80% de vos questions. En tout cas, c'est vraiment comme ça qu'on a voulu le construire avec Maître Braque, qui a été vraiment adorable avec nous. Et je suis désolé de jouer le mauvais gendarme parce que chacun, vous avez une situation personnelle. J'ai un temps d'apéritif. Je veux dire, mon collègue Cédric est beaucoup plus fort que moi. Il est capable de le plaquer au sol pour que vous puissiez lui poser toutes les questions. Voilà. Bien sûr, pas d'agression physique. De toute façon, voilà. après, on en discutera, mais Maître Braque, il a toutes ces petites cartes-là. Il y a des dispositions, on verra. On communiquera aussi par mail après coup s'il y a des contacts à faire. Mais c'est vrai que là, on va recentrer un petit peu, sinon on n'arrivera jamais au bout. Je pense qu'il va même falloir couper un peu de toute façon à la fin. Il y a des choses, je peux aller plus vite parce qu'il y a des choses, du coup, on a déjà un peu répondu. S'il y avait des questions qui n'avaient pas été répondues, de toute façon, il faut nous les poser, on transmettra, on pourra y répondre, je vous promets. Voilà. Là, je vous ai mis quelques exemples de jurisprudence. Vous les aurez dans le diapo, je vais passer vite. C'est sur ce que le juge reconnaît comme étant du harcèlement moral, ce qu'il ne reconnaît pas comme étant du harcèlement moral, etc. Bon, je vous ai mis des petits exemples. D'une manière générale, il faut quand même des choses très circonstanciées. Je vous donne un exemple que j'ai eu dans un dossier, alors c'était dans la territoriale, c'était pas dans l'éducation nationale, mais pour vous dire comment raisonne le juge, c'est que devant le tribunal administratif, j'ai reconnaissance du harcèlement moral pour un agent parce qu'on avait une attestation de la DGS et une attestation de je ne sais plus quelle équipe de direction, ou c'était peut-être une adjointe, je ne me rappelle plus. Bon, bref, une adjointe au maire. Le tribunal administratif reconnaît le harcèlement moral, ça part en appel à la demande de la commune, et la cour administrative d'appel juge non, il n'y a pas de harcèlement moral parce que les attestations ne sont pas assez circonstanciées. Il aurait fallu dire, j'ai quand même une DGS qui écrit qu'en effet cet agent a été placardisé des mois, et en fait le juge me dit bah oui mais dans l'attestation on n'a pas à telle date il s'est passé ci, à telle date il s'est passé ça. Donc vous voyez quand je vous dis qu'on est sur un truc où l'appréciation vraiment à toute sa place, c'est que c'est pas on jette une pièce en l'air et puis on verra où ça tombe, mais quand je vous disais tout à l'heure il faut des choses très circonstanciées, des éléments qui sont précis. Il faut vraiment, quand il arrive quelque chose, il faut laisser une trace écrite. C'est hyper important parce que vraiment, je dis pas la moindre broutille, c'est pas l'objet,
Mais en tout cas, quand il se passe quelque chose, il faut le signaler, il faut qu'il y ait une trace et qu'on ait suffisamment d'éléments ensuite si jamais on a besoin. Donc là-dessus, je passe. Le harcèlement sexuel, évidemment, aucun agent public ne doit subir les faits de harcèlement sexuel constitués par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés, hein, on repart là-dessus, ou qui sont assimilés au harcèlement sexuel et qui consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle. C'est le seul harcèlement où on n'a pas besoin d'une répétition, le harcèlement sexuel. C'est-à-dire que le fait grave dans une réunion, par exemple, j'ai presque envie de dire, ça tombe à mon avis aussi sous le coup de la tentative de viol ou ce genre de choses, hein, qui sont des délits pénaux par ailleurs. Mais ça peut rentrer dans le cadre du harcèlement sexuel, quand bien même il n'y a pas d'acte de répétition. Voilà. Bon, je vous ai mis un petit exemple jurisprudentiel. Alors, comment se défendre face à ces situations? Je suis désolé, j'avance un petit peu vite, on va essayer de rattraper un petit peu le retard. L'employeur est tenu à une obligation de résultat en matière de sécurité. C'est-à-dire que, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on s'en fiche de savoir si l'administration a mis tout en œuvre pour assurer la sécurité de ses agents. D'accord? C'est pas le problème. On va la juger sur est-ce que, en bout de course, il y a eu un problème ou il n'y a pas eu de problème. D'accord? Ça, c'est fondamental. Donc, obligation de résultat, ça veut dire que s'il y a un problème, ben, c'est que la responsabilité de l'administration est engagée. Parce que du coup, elle n'aura pas réussi le contrat qui lui est imposé, à savoir assurer votre sécurité. D'accord? Ça, c'est fondamental parce que on oppose à l'obligation de résultat l'obligation de moyens. L'obligation de moyens, c'est d'avoir tout mis en œuvre pour que le résultat ne se produise pas. C'est quand même pas la même chose. D'accord? Là, on va constater que le résultat n'y est pas, et donc du coup, ça va pas. Sauf que quelqu'un aura morflé. Ah ben ça, on est bien d'accord. Ça, on est bien d'accord. Ah ben, c'est le problème du droit de la fonction publique, c'est qu'il n'y a que de l'humain. Ah non, il y a marqué pour prévenir les risques. Donc c'est avant que la personne... Oui, normalement. Mais en fait, on sait que le résultat n'est pas atteint quand justement quelqu'un a morflé. Oui, c'est vrai. C'était ça le propos, je pense. Accident. Donc il suffit qu'il y ait un accident qui arrive. Alors l'accident, c'est autre chose. Accident ou... Mais vous avez raison, en fait, c'est par exemple, c'est le propre de l'accident de service. L'accident de service, c'est le fait qui était imprévisible, qui se produit à l'occasion du service, et qui fait que l'administration doit indemniser l'agent. Comme l'accident de trajet, il s'assimile à l'accident de service, mais c'est malheureusement à l'occasion du service, et ça veut dire que l'administration a été défaillante, donc elle prend en charge votre indemnisation. Justement, à ce propos, est-ce qu'il est normal que le bureau qui traite, qui doit mettre la procédure pour définir si c'est un accident de service, dépende de la direction budgétaire et financière au rectorat de Lyon? C'est normal, est-ce que ça, c'est pas contestable en soi? Rien que ça en soi. Le système est ainsi fait. Après, on pourrait débattre du système en lui-même. À mon avis, dans 3 jours, on est encore là. Et on n'aura pas de solution. Des idées de choses à changer, oui. Mais voilà. Malheureusement, c'est comme ça. À titre d'exemple, s'il y a l'existence d'une situation de harcèlement moral, la responsabilité pour faute de l'administration est engagée. D'accord? Parce qu'il y a faute, il n'y a pas eu obligation, l'obligation de résultat n'est pas atteinte, donc on a la faute. Je précise, je vous ai vu, je précise sur le distinguo des maladies professionnelles. Non, je vous dirai un mot tout à l'heure sur la maladie. Oui. Oui, et là, on peut comprendre, à partir de cette périmètre VRAC, on peut comprendre que quand une enquête administrative est diligentée sur une situation d'un établissement scolaire, l'aboutissement de ce truc, c'est tort partagé. Systématiquement, tort partagé, ça veut dire que l'administration n'est pas responsable. Donc vous êtes victime d'un harcèlement, vous subissez le truc, on vous auditionne, on vous fait parler avec les gens pourris la vie pendant des semaines, des mois ou des années, et la conclusion, dans une proportion effarante de cas, la conclusion de tout ça, c'est que les torts sont partagés. Bah oui, vos collègues, ils n'ont pas été gentils avec vous, mais vous voyez, vous non plus, vous avez réagi, vous n'avez pas toujours dit, etc. Et ça, c'est
la destruction sur la destruction. Voilà. Et c'est un moyen pour l'administration de se disculper. Et on fait quoi? On s'échappe, on sort sa peau. Et surtout, comme je dis très bien Maître Arbrac, il ne faut pas rentrer. Il faut pas rentrer dans le. Dès que ça sent mauvais, il faut demander conseil. Le problème, c'est que les collègues qui se retrouvent bringués dans ces histoires-là réagissent toujours trop tard. Quand vous commencez à regarder sur Internet ce que c'est que le harcèlement moral, ce que c'est que le burn-out, c'est que vous êtes déjà dedans. Et il y a une éducation à faire, il faut que les gens comprennent que ce risque-là est avéré, il est important, et qu'il faut se démunir totalement de toute forme de naïveté. Quand on rentre dans l'éducation nationale, ce que dit Maître Arbrac est tout à fait validé par les expériences concrètes qu'on peut en avoir, on rentre dans un monde de fous et d'assassins. Oui. Hein? Oui, pardon. Le service d'ordre est intervenu. Moi je m'occupe des bouteilles. Donc, voilà. René est intervenu, c'est très bien. Quand il y a un problème, on fait ça. C'est pour ça qu'il faut que je puisse avancer un peu sur mon PowerPoint parce que ça permettra d'éviter certaines questions. Comment se défendre? On dénonce les faits. Donc, il doit exister, normalement, c'est une obligation légale, un dispositif de signalement des violences. D'accord? Ça a été créé, donc c'est l'article L135.6 du CGFP qui le prévoit, et il y a eu un décret d'application qui a été pris le 13 mars 2020. D'accord? Donc, l'administration doit mettre en place un circuit de signalement avec une méthode de recueil, de réception, la confidentialité et le traitement des demandes et des signalements. D'accord? Vous devez en être informé, hein? Hein? Communiquer sur ce circuit de signalement à l'ensemble des agents sous différentes formes, c'est ça. Vous devez être informé, c'est ça l'obligation de l'administration, c'est qu'elle non seulement elle doit mettre en place le process, mais en plus elle doit vous informer qu'elle a mis en place le process et comment ça se fait, d'accord, comment on doit faire. Prendre toutes les mesures de protection au bénéfice de l'agent, victime ou témoin, et ce sans délai et à titre conservatoire. Alors ça veut dire concrètement, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on suspend les auteurs à titre conservatoire pour les écarter du service et pas les victimes. Hein, parce qu'en fait, pour mettre en sécurité les victimes, on les suspend. C'est un peu la punition, vous êtes victime, en plus vous n'avez plus le droit d'aller bosser. Alors, vous êtes payé chez vous, donc comme ça vous avez le temps, le petit vélo là il se met bien en route, ça tourne, c'est bien, ça c'est au poil. Ça c'est... Il y a des directions de ressources humaines, c'est quand même des génies hein, dans les services de l'État. Ils ont tout compris. Donc on règle le problème en écartant la victime. Non, on écarte les auteurs. Et on insiste là-dessus, c'est fondamental, c'est l'auteur potentiel. Et c'est pour ça que c'est une suspension à titre conservatoire. C'est que ça ne préjudicie en rien de savoir est-ce qu'il est vraiment l'auteur ou pas l'auteur. Mais potentiellement, il y a un risque pour le service, on l'écarte. Le temps de faire une enquête administrative pour vérifier les choses et savoir s'il est bien auteur, pas auteur, etc. et faire ce qu'il va faire. D'accord ? Non, c'est pas dans le monde des bisounours, c'est dans le monde des textes. Et pour le coup, eh ben ça s'applique dans la plupart des administrations. Mais c'est vrai que l'éducation nationale a un peu du mal avec ça. Donc il faut le rappeler, et c'est là qu'il faut rien lâcher, c'est quand vous êtes victime ou témoin, c'est pas vous qui sortez du service. Ça c'est niette. D'accord ? Et si c'est une décision qui est prise, il faut absolument la contester en référé parce que c'est un scandale. Parce qu'il vous explique en plus que c'est pour vous protéger. Mais bien sûr. Alors que pour protéger une victime, on dégage l'auteur potentiel. Oui. Alors, juste, on parlait par rapport au rectorat. Moi, j'ai une question parce que nous, ça rejaillit sur les agents techniques qui travaillent pour la métropole. Et là, j'ai un collègue qui s'est cassé le genou. Mon chef d'établissement refuse qu'il reprenne son poste parce qu'il ne s'entendait pas. Et du coup, la métropole est en train de l'obliger à déménager alors qu'il habite sur l'établissement. Depuis 25 ans, il s'occupe du collège. On n'a jamais eu de problème avec lui. Il travaille très bien, il est efficace, tout fonctionne quand il est là. Ce qui n'est pas le cas quand il n'est pas. C'est une sanction déguisée. Et là, voilà. Mais c'est la métropole qui le déplace pour le protéger parce que c'est au rectorat de déplacer le chef d'établissement et que... Voilà, c'est leur argument en fait pour le faire. Moi je trouve ça hyper choquant, d'autant que pour l'agent c'est énorme d'être obligé au bout de 25 ans de déménager, d'abandonner son appartement qu'il a entretenu. Et
Et puis d'être déplacé, il ne sait pas où. Au départ, ils ont essayé de le déplacer sans logement. Donc en fait, il perdait les avantages du logement et là, il s'en sortait plus financièrement. Donc ça, on a réussi à le faire sortir de l'idée. Vous êtes sur une hypothèse en plus où vous avez deux administrations qui doivent discuter sur le traitement d'un dossier parce que la victime d'un côté ne dépend pas de l'administration que l'auteur de l'autre. Alors, il y a une autre question, en fait, parce que c'est quand même lié, c'est-à-dire que nous, en tant qu'enseignants, on est bien sûr dans le même problème de harcèlement, en particulier les femmes en arrêt de travail, qui ont eu des arrêts de travail, mais il y a eu quelques hommes aussi, où ils nous appellent pendant nos arrêts de travail, où ils nous refusent. Moi, il a refusé de déplacer des cours pour que j'aille à l'enterrement de ma nièce. Donc il a fallu que je me batte, hein. Je me suis battue assez pour avoir le déplacement, mais bon. Il a fallu... et c'est comme ça, moi j'ai des collègues qui sont encore en arrêt de travail, qui en pleurent d'avoir à revenir, et qui cherchent auprès du rectorat de la production. C'est les lignes d'en dessous en fait. D'accord. Donc en fait, quand il y a... Je prends plus de questions maintenant, à part les temps de questions, parce que... Mais sinon on a... Non, il n'y a plus de questions. On parlera après. À l'apéritif. Non mais sérieux, je réponds à ça. Oui, je réponds à ça. C'est que... Ensuite, l'administration, elle doit traiter les faits signalés, donc selon le process que j'ai évoqué. Mais, et là, c'est mes petites étoiles du dessous, c'est qu'un agent, il peut demander une enquête administrative. À qui et comment? C'était ça ma question. Mais au service RH. Et comment? En leur écrivant. Au service RH. Bien sûr, si vous écrivez, en fait, si vous écrivez à votre supérieur hiérarchique, vous dénoncez des faits et qu'il ne se passe rien. Je sais pas, moi, il y a un collègue, régulièrement, il a des propos sexistes, il est insupportable, il vous prend à partie devant les élèves, j'en sais rien, moi, il dit que vous êtes nul devant vos élèves, voilà. Et c'est régulier. Ça arrive une fois, hein.